Nous allons maintenant débuter la prochaine séance appelée « Des patientes à l'avant-garde de la recherche ». Je vais être accompagnée de Sylvie et Nancy, des sœurs turquoises et patientes partenaires en recherche, ainsi que de Jessica, une prévivante BRCA1 et une membre du groupe de travail sur la prévention du cancer de l'ovaire de Cancer de l'ovaire Canada. Je les invite à se joindre à moi. Le programme de patientes partenaires en recherche a été mis sur pied par Cancer de l'ovaire Canada pour faire en sorte que les recherches tiennent compte du point de vue des personnes qui ont une expérience vécue de la maladie. Le fait d'impliquer des patientes atteintes du cancer de l'ovaire en tant que partenaires en recherche est au cœur de notre philosophie et de notre approche. La recherche scientifique et clinique peut être améliorée en tenant compte des commentaires et du point de vue des personnes qui sont touchées par la maladie. Ce type de recherche centrée sur les patientes nous permet d'accorder la priorité aux questions et aux enjeux que les patientes et leurs proches jugent pertinents et significatifs. Dans la même veine, Cancer de l'ovaire Canada, des chercheurs canadiens et des personnes qui ont une expérience vécue de la maladie se sont associés pour mettre sur pied le groupe de travail sur la prévention du cancer de l'ovaire, pour réduire l'incidence du cancer de l'ovaire. Il est basé sur une recherche collaborative, sur le partage de connaissances et sur un cadre de revendication dans lequel Cancer de l'ovaire Canada travaille de concert avec les membres du groupe et d'autres partenaires pour faire progresser des recherches qui sont axées sur les patientes et les prévivantes pour améliorer les soins tout au long du parcours de prévention du cancer de l'ovaire. Par définition, les personnes qui obtiennent un résultat positif au test de dépistage de certaines mutations génétiques associées à un risque plus élevé de cancer de l'ovaire, mais qui n'ont pas reçu de diagnostic de cancer de l'ovaire, sont appelées prévivantes. Je vais maintenant inviter chaque panéliste à se présenter et à partager un peu de son histoire. Donc, je vais commencer avec Jessica Rousseau, une prévivante. Bonsoir tout le monde. Mais tout d'abord, c'est un vrai privilège d'être ici. Merci. Spécialement parmi des femmes incroyables et inspirantes pour parler de mon expérience des tests génétiques et des mesures préventives. Alors, mon histoire a commencé quand j'étais une jeune fille de 12 ans, lorsqu'on a diagnostiqué pour la première fois un cancer du sein chez ma mère. C'est la première fois de ma vie que le mot cancer m'a touchée personnellement. Quelques années plus tard, elle a perdu sa bataille et elle n'avait que 40 ans. Pendant que ma mère était malade, j'ai découvert que sa tante maternelle, alors ma grande-tante, avait survécu à un cancer du sein. Et quelques années plus tard, j'ai appris que mon grand-père maternel avait aussi survécu à un cancer, mais de la prostate. Il ne m'a donc pas fallu longtemps pour conclure que le cancer était le dénominateur commun du côté de la famille de ma mère. Plusieurs années plus tard, j'ai appris qu'il était possible de faire un test génétique si je voulais savoir si j'étais porteuse de la mutation BRCA. J'ai attendu quelques années, je me suis mariée, j'ai eu des jumeaux et l'année dernière, j'ai décidé de faire le test. Une simple prise de sang m'a permis de découvrir que j'étais porteuse de la mutation BRCA1. Cela signifie que parmi les deux mutations, BRCA1 et 2, j'avais le risque le plus élevé de développer un cancer du sein et ou de l'ovaire au cours de ma vie. Bref, consciente des conséquences que cela aura pour moi et ma famille, j'ai donc pris la décision tout récemment de subir une mastectomie et une ovariectomie comme mesure préventive afin de réduire mes risques d'être atteinte du cancer. Merci, Jessica, d'être avec nous ce soir. Merci pour ton partage. C'est vraiment important d'avoir des prévivantes, des personnes comme toi qui partagent son histoire publiquement pour sensibiliser à la prévention du cancer de l'ovaire. Donc, merci encore. Sylvie, tu es patiente partenaire en recherche avec nous depuis quelques années. Peux-tu nous parler un petit peu plus de ton histoire? Oui, merci Valérie. Bonsoir tout le monde. Merci Jessica. T'es rare. Et puis oui, c'est un privilège de pouvoir avoir une voix ici ce soir. Merci. Moi, je suis une vieille patiente, heureuse d'être contente parce que je semble être en rémission depuis bientôt 14 ans. C'est fantastique, mais j'ose jamais trop me péter les bretelles parce que il ne faut pas le dire trop fort parce qu'on ne sait pas, mais il faut savoir que ça existe. Alors voilà, en gros, je voulais des enfants, il n'y arrivait pas, mais j'avais une vie professionnelle et personnelle assez occupée.
je n'ai pas tellement vu le temps passer. Puis à un moment donné, en arrivant en Outaouais, je n'avais pas de médecin de famille pour un bout de temps. Ça passe. Un jour, j'ai eu une médecin de famille, une femme super attentive, puis elle a fait des tests, puis j'avais un simple kyste sur un ovaire. Bon, les kystes, les ovaires, les femmes ont ça tout le temps. Mais elle m'a envoyé voir un gynécologue qui, lui, n'est pas parvenu à faire une biopsie, donc il m'a envoyé à Montréal. Et là, ben, ça, c'est un coup de génie de leur part parce que là, j'ai rencontré les stars du cancer de l'ovaire là, pour le Québec, puis une chirurgienne, oncologue, gynécologue qui m'a opéré, qui m'a diagnostiqué un stade très haut, qui était 1C, mais assez légère. Fait que moi, j'ai été soignée au CHUM. J'étais à 3 heures de route de Val-des-Monts, en Outaouais, où est-ce que j'habite. Au départ, on devait vraiment m'enlever juste un ovaire afin de conserver ma capacité d'avoir un enfant, mais j'avais aussi autorisé le fait de tout enlever si on trouvait un cancer. Pourquoi j'ai fait ça? Ma mère venait de mourir d'un cancer du pancréas. Fait que moi, puis le cancer, ça n'allait pas. La journée qui a suivi l'opération, c'était la pire de ma vie. J'avais non seulement le cancer, mais j'avais perdu mon usine à faire des bébés. C'était vraiment la pire journée de ma vie. Mais heureusement, il y avait de la morphine. C'est une amie infirmière qui m'a téléphoné et qui m'a dit OK, ça va pas bien, braille un bon coup, une semaine ou deux, puis après ça, tu te relèves les manches, puis tu fonces vers le futur. Ben, c'est ça que j'ai fait. Je suis là. Puis je remercie encore tous ceux et celles qui ont fait partie de mon parcours, que ce soit ma famille, le personnel médical, Cancer de l'Ovaire du Canada. Tout ça, ça a vraiment participé à mon éveil, puis il y en a. Merci Sylvie pour le partage. C'est vraiment important aussi d'entendre des histoires de femmes comme toi qui sont sans trace de cancer depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Félicitations et merci de continuer à t'impliquer malgré tout ça avec la cause en tant que patiente partenaire en recherche. C'est très apprécié. Nancy, tu es nouvellement jointe aux patientes partenaires en recherche d'OFCAN et merci d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir invitée et bonsoir à tout le monde. Alors moi, j'ai été diagnostiquée le 12 septembre 2019 à l'âge de 41 ans avec le cancer de type épithélial, celui qui est le plus répandu. Carcinome séreux de haut grade, de stade 4. Avant d'arriver à mon diagnostic, j'ai malheureusement souffert de plusieurs symptômes qui ont duré assez longtemps, mais le dernier mois avant mon diagnostic, j'avais de l'acide, mais je ne le savais pas. Alors, j'ai été un mois sans manger et j'ai subi différents tests qui ne réussissaient pas à détecter jusqu'au jour où j'ai abouti à l'urgence et que l'urgentologue a trouvé ce que j'avais. Alors, ça a été un début d'un parcours pour moi. Alors, j'ai suivi, je demeurais à Ottawa à ce moment-là. Et j'ai suivi le protocole de première ligne, c'est-à-dire avec la chimiothérapie de paclitaxel et le carboplatine. J'ai fait 3 séries de traitements. Ensuite, j'ai eu ma chirurgie majeure et j'ai terminé avec 3 autres traitements. Ils appellent ça ce type de protocole de traitement-là en sandwich. J'ai donc été en rémission en mars 2020. Et j'ai eu un beau 21 mois de rémission. Par contre, le 19 décembre 2021, on a détecté qu'il y avait une récidive. À partir de ce moment-là, la gynécologue, j'étais déménagée à Québec, dans le coin de Québec, pas à Québec. Et ma gynécologue oncologue, à ce moment-là, ils m'ont proposé une deuxième chirurgie majeure. Après réflexion, j'ai accepté. Alors, en janvier 2022, j'ai subi une deuxième chirurgie majeure, d'aller faire un autre gros ménage. Et par la suite, j'ai subi encore de la chimiothérapie
toujours en première ligne de traitement, c'est-à-dire encore le Taxol et le carboplatine. Puis quand j'ai commencé la chimiothérapie, ma spécialiste à ce moment-là m'a parlé d'une possibilité de participer à une étude clinique. Par contre, je devais passer les tests d'éligibilité, mais après mon 3e traitement. À mon 9e traitement, j'ai fait une réaction allergique au carboplatine. J'ai quand même été capable de l'avoir, mais à mon 10e traitement, mon corps a totalement refusé le carboplatine. Alors, à ce moment-là, je suis vraiment devenue allergique à cette carboplatine-là et j'ai terminé mon protocole quand même de traitement sans le carboplatine le 21 juillet 2022. Et j'ai été éligible à l'étude clinique, que je parlerai un petit peu plus tard. C'est ça. Puis moi, je suis pas porteuse d'aucun gène, mais j'avais fait les tests. Puis aujourd'hui, j'ai commencé le protocole d'études cliniques, d'études cliniques le 25 août 2022 et je vais bien, ma situation est stable. Merci Nancy, on est content de l'entendre et merci d'être avec nous ce soir. Merci surtout de ton implication avec Cancer de l'ovaire Canada. C'est pas la première fois que tu partages ton témoignage à l'une de nos conférences, puis récemment tu t'es jointe aux patientes partenaires en recherche, donc je sais que tu vas avoir une perspective importante à amener à la recherche. Maintenant, Jessica, tu nous as parlé un petit peu plus des chirurgies de prévention de risque que tu as subies. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour naviguer le système de soins de santé dans ton cas, là, quand ça concerne la prévention? Oui. OK. Bon, grâce à ma grande-tante, tous les membres de ma famille du côté maternel ont pu bénéficier du test génétique. Il est important de savoir que pour effectuer un test génétique, il faut avoir un membre de sa famille comme point de comparaison, soit atteint d'un cancer, soit en rémission. Nous n'aurions pas donc pu le faire si elle n'avait pas pris l'initiative. Une fois que vous avez un cas primaire à comparer, le processus est assez simple, honnêtement. Je suis allée au service de génétique de l'hôpital général juif où la première étape a consisté à répondre à plusieurs questions concernant mon état de santé, mes antécédents familiaux, etc. La deuxième étape consistait à effectuer un test sanguin à l'hôpital. Il a fallu quelques mois pour recevoir les résultats qui m'ont été communiqués par téléphone par un conseiller en génétique. C'est important à noter que ça, c'était dans le temps de COVID, alors je ne sais pas si la norme aurait été de recevoir les résultats en personne. C'est assez sensible, c'est une information sensible, alors selon moi, ça aurait été en personne. Une fois le diagnostic révélé, le conseiller génétique m'a expliqué que cette mutation génétique signifiait pour moi personnellement les statistiques importantes à prendre en compte et les options préventives disponibles, du dépistage aux opérations de chirurgie. Évidemment, souhaitant en savoir davantage, on m'a fait connaître le Centre de prévention du cancer de l'hôpital général juif, où j'ai rencontré mon oncologue pour le cancer du sein et mon gynécologue pour tout ce qui concerne le cancer de l'ovaire. Ils m'ont renseigné en profondeur sur les différentes interventions chirurgicales possibles et ainsi de suite. Le Centre de prévention du cancer de l'hôpital a également été très efficace pour me mettre en contact avec différents groupes d'études, par exemple une étude sur le déclin cognitif chez les femmes ayant subi une ovarectomie et d'autres ressources essentielles pour faciliter mon parcours, accès à des psychologues, des groupes de soutien etc. Merci, Jessica. On sait tous que le système de la santé peut être très complexe, donc merci de nous éclairer un petit peu plus sur ton cheminement. On dirait que tu as quand même bien été prise en charge. On pourra en reparler un petit peu tantôt. Sylvie, toi, dans le cadre de ton traitement, tu t'es inscrite tu étais éligible pour un essai clinique. En fait, peux-tu nous parler de ton expérience en tant que participante à un essai clinique? Oui, moi, au départ, je ne pensais même pas que j'aurais eu besoin de chimio. Je me disais, hey, stade 1, bingo. On m'a vite fait déchanter parce qu'on m'a dit, non, les types de cellules que tu as, ça ne marche pas. Il faut vraiment que tu ailles en chimio. Fait que là, j'ai OK. Puis là, un essai clinique, on m'a proposé parce qu'il y avait très peu de cas de mon stade. Alors, j'ai fait un essai clinique. Pour moi, c'était pour les souris. C'était
je me voyais déjà en train de pédaler dans ma petite roue. Tu sais. Alors, je me suis renseignée, je me suis renseignée sur la virulence de mon cancer. J'ai posé des questions sur le type de cancer, sur les essais cliniques. Puis, j'ai sûrement cassé la tête de mon médecin. Mais c'est pas grave, elle a répondu, elle a été présente, puis elle m'a dit, ben, les cellules claires que tu as, ce sont des cellules qui sont très, très imprévisibles. Fait qu'ils ne répondent pas toujours à la chimio traditionnelle, comme Nancy a eu, là, le carbotaxol. Fait que là, c'est pour ça que ça me prenait un plan B. Puis mon plan B, ben, c'était les infos que j'avais données sur le net, mais aussi 2 femmes maintenant que j'avais connues qui étaient décédées malheureusement, puis qui avaient le même type de cellules que moi. Fait que pour moi, ça a été ni une ni deux. Puis là, à ce moment-là, les essais cliniques, ça me parle vraiment beaucoup. Puis maintenant, j'étais vraiment pas, je peux vous le dire, là, je n'étais pas une petite souris à plaindre. Pour participer, pour moi, l'essai clinique, c'était comme une Cadillac, ou en tout cas une Mercedes, une BM, là, whatever. C'était la meilleure façon de traverser les traitements. J'ai été pris sous l'aile de ma médecin traitante, puis avec mon intervenant de recherche, c'était formidable. C'est vrai que c'était plus long, ça a duré une année, au lieu de 6 mois, c'était 18 traitements toutes les 3 semaines. C'était loin de chez nous, mais ça valait le coup, je vous le dis. Ma famille était dans le coin, heureusement, donc ils ont participé en m'accueillant chez eux à tour de rôle, puis en venant avec moi au traitement. Ben, je ne sais pas si aujourd'hui je suis vivante à cause de Avastin, qui était la drogue à l'époque qu'on utilisait, qu'on testait. Aussi, c'est la combinaison, aussi, c'est un coup de chance, aussi, c'est toutes ces réponses, mais dans tous les cas, être suivi pas à pas, chaque semaine, avoir une oreille attentive au moindre changement, c'était vraiment formidable. Puis, ça me donnait aussi le sentiment de participer au traitement, de ne pas juste les subir. Puis j'avais comme une certaine forme de contrôle. On le sait, là, tout dérape. Fait que la moindre façon de participer, on a un sentiment de contrôle, puis ça fait beaucoup de bien. Donc, mesdames, si vous écoutez ça, si vous êtes éligible, s'il y a des essais cliniques embarqués, parce que si vous ne le faites pas pour vous, si vous n'en bénéficiez pas à la fin de la journée, mais il y a des femmes, elles, qui vont en bénéficier. Donc, go les essais cliniques. Merci, Sylvie. C'est intéressant que tu dises qu'a priori, pour toi, tu avais l'impression que les essais cliniques, c'était pour des souris. C'est tellement quelque chose qu'on peut contribuer à démystifier, puis que toi, ça a été démystifié à travers justement ton expérience vécue. Donc, certainement que tu peux t'en servir aussi pour apporter ça à la recherche en tant que patiente partenaire. Sur le sujet d'essais cliniques, Nancy, tu es présentement inscrite à un essai clinique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Comme je t'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai eu ma récidive, ma gynécologue-oncologue m'a approché disant qu'il y avait présentement une étude clinique à Québec et que ce serait possible pour moi d'être éligible. Fait qu'aussitôt qu'elle en a parlé, je suis allée voir sur les sites de recherche. J'ai fait mes petites recherches, je me suis informée. Fait que quand elle m'en a parlé officiellement, j'étais prête à répondre. Puis aussi, je dois dire que quand j'ai eu mon diagnostic initial, je m'étais dit que si un jour si j'avais l'opportunité de participer à un essai clinique ou de participer à quoi que ce soit pour aider à la cause, que j'allais le faire. Fait que quand elle m'en a parlé, j'ai fait « Yeah! Youpi! » C'est sûr que ça me faisait un petit peu peur. La liste des effets secondaires me faisait peur, mais je me suis dit, il n'y a pas une personne pareille, on va y aller, je vais l'essayer, on verra ce que ça va donner. Moi, l'étude clinique sur laquelle je suis, elle s'appelle OV26. Il y a 2 groupes dans l'étude clinique. Le groupe 1, dans lequel je suis, prend l'inhibiteur de PARP olaparib et le cédiranib.
Et il le compare au groupe 2 qui, elles, prennent seulement l'olaparib. Alors, c'est l'étude clinique dans laquelle je suis depuis le 25 août 2022. Comme un peu je l'ai dit tout à l'heure, moi, mon CA 125, il n'a jamais été aussi bas depuis la fin de mes traitements. Je suis stable. J'avais justement mon suivi aujourd'hui avec l'équipe et on est très, très heureux de l'avancement de cette étude-là, en tout cas sur mon cas. Et je dois dire aussi que depuis le tout début, à partir du moment qu'ils m'ont parlé de cette étude-là, j'ai été tellement bien entourée par l'équipe, que ce soit ma gynécologue-oncologue, la coordonnatrice de recherche, qui est une personne extraordinaire et qui est toujours là, que ce soit par téléphone, par courriel. Dès que j'avais une question, je me référais à elle, puis elle allait chercher les informations extraordinaires. L'équipe de pharmaciennes aussi, on est tellement bien entourés que on n'est pas tout seul dans cette aventure-là. Ils ne font pas juste nous donner la médication, mais ils nous appuient, ils nous aident, puis ils sont à côté de nous dans cette aventure-là. Fait que c'est ça. C'est mon expérience. Merci Nancy. C'est super d'entendre de un que tu es stable et de deux que tu as reçu un si bon encadrement pour ton essai clinique. Pour ceux et celles qui écoutent, qui sont intéressés par les essais cliniques, on a justement une autre séance un petit peu plus tard qui va être présentée par QCRO, qui va vraiment parler de comment obtenir une approche personnalisée pour trouver un essai clinique pour vous. Jessica, on va revenir un petit peu aux côtés de la prévention, du dépistage génétique, des chirurgies préventives. On sait qu'il y a des lacunes dans l'accès aux tests génétiques et ça varie d'une province à l'autre. Parfois même, ça varie d'un centre de dépistage génétique à un autre à l'intérieur d'une même province. L'une des priorités chez Cancer de l'ovaire Canada est d'assurer que les Canadiennes aient un accès équitable aux tests génétiques et aux soins de suivi. Toi, est-ce que ton expérience avec le système, il semble que tu as eu une bonne expérience selon ce que tu as raconté tantôt. Est-ce que cette expérience t'a motivé à t'impliquer pour faire en sorte que d'autres personnes aient le même accès que toi? Absolument. Surtout lorsqu'il s'agit de plaider en faveur d'une prévention et d'un dépistage précoce chez les jeunes femmes. Mon expérience personnelle m'a permis de constater que le dépistage chez les femmes de 20 à 30 ans n'était pas une pratique commune. Je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je garde ça à 2 minutes. Je sais que le cancer de l'ovaire est incroyablement difficile à dépister, mais le cancer du sein provient du même gène. Et si vous avez des antécédents familiaux agressifs comme les miens, c'est quelque chose que vous devez surveiller avant qu'il ne soit trop tard. Dans le cadre du thème des tests génétiques, ma sœur, qui est âgée de 31 ans, elle vit en Colombie-Britannique. Elle a exactement les mêmes antécédents familiaux que moi, bien qu'elle ait maintenant une sœur positive au BRCA1, et on lui a dit que son attente serait d'au moins 2 ans. Elle dispose juste pour faire une prise de sang, elle dispose de toutes les informations nécessaires pour entamer le processus, mais le système la maintient dans une situation d'attente. Pour être honnête, selon moi, je me demande si ce n'est pas à cause de son âge. Moi, j'ai vécu ça dans mes vingtaines, mes trentaines pour le dépistage. Et c'est super frustrant et exaspérant quand j'y pense. On peut dire ce qu'on veut du système de santé québécois, mais je peux juste constater à quel point mon expérience a été positive et bien soutenue. Et vraiment, je souhaite cela à toutes les femmes, n'importe où ils vivent au Canada. Merci, Jessica. Sylvie, toi, tu nous as parlé un petit peu plus de ton expérience en tant que patiente. Là, j'aimerais parler de ton expérience en tant que membre de l'équipe de recherche sur les essais cliniques. Merci. Quand on participe comme patiente partenaire à titre de membre d'un essai clinique, c'est la cerise sur le sundae. OK, vous me direz, c'est un drôle de sundae, mais c'est un sundae pareil. Parce que la
recherche, là, on le dit tout le temps, mais c'est vrai, là, c'est de l'espoir en barre. Tout est là, tout est là-dessus. Tu sais, c'est pas juste parce que tu sens bien, tu fais du sport et que tu es une bonne personne. Tu sais. Non, non, on a besoin de la médecine moderne aussi. Tu sais. Alors, c'est l'espoir de vivre, c'est l'espoir de vivre longtemps, puis c'est l'espoir de vivre mieux. Fait que vraiment, c'est une chance. On peut interagir directement avec les chercheurs, puis ils nous présentent les recherches dans les termes simples puis complexes à la fois. Donc, il faut, on a la chance d'apprendre, mais on a aussi la chance que le cancer de l'ovaire nous éduque aussi en nous fournissant des cours, puis où on peut se familiariser avec la terminologie, puis avec le B à bas, si vous voulez, du cancer. Évidemment, nous, on ne participe pas comme un scientifique, mais vraiment comme patient, partenaire. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est d'avoir notre voix, nos idées sur comment la recherche se développe ou comment elle est présentée. Et par exemple, les consentements qu'on présente aux patients, sont compréhensibles? Est-ce que l'explication sur l'étude est compréhensible à une patiente potentielle? Est-ce que les tests qui sont demandés sont trop intrusifs, par exemple, ou est-ce que les rencontres sont trop fréquentes? Tout est tourné, en tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment, est-ce que cette étude fonctionne? Là, c'est toujours de voir si c'est raisonnable ou pas d'un point de vue de la patiente. Puis, c'est vraiment ça aussi le fun de voir comment les chercheurs ils réagissent à nos commentaires. Ce qui nous semble le B.A.B.A., comme ben là, pas toutes les semaines, les femmes ne vont pas se déplacer, là, sont fatiguées, là, ils sont en traitement. Donc, c'est le genre, ah ouais, OK, c'est vrai. C'est simple, mais on n'y a pas pensé de ce point de vue-là. Puis on apprend beaucoup, à chaque rencontre, mais c'est donnant-donnant parce que j'ai l'impression que les chercheurs aussi apprennent de nous. Par exemple, présentement, je suis membre d'un essai clinique où on n'arrivait pas à recruter beaucoup de patientes parce que les critères d'admission et d'inclusion étaient vraiment trop serrés. Évidemment, les critères d'inclusion d'une recherche, c'est surtout pour sécuriser les patients, pour s'assurer que quand on fait des essais, que les patients ne vont pas décéder prématurément à cause de l'essai clinique. Bref, c'est tout le temps des questions de sécurité. Il y a vraiment une balance entre la sécurité de la patiente et le bienfait du médicament. Fait que, moi, j'ai dit, coudonc, on n'en recrute pas, il n'y a pas de moyen. Il me semble que le but de la chose, c'est d'avoir des partenaires qui, c'est ce que les chercheurs ont fait. Ils sont consultés pour voir s'il y avait vraiment besoin d'avoir autant de critères. Et finalement, non. Il y avait des critères qui étaient de trop, qui n'avaient pas besoin d'aide pour la sécurité des gens. Fait que, c'est ça. Ben, c'est ça. On travaille, on a vraiment le sentiment d'être dans l'équipe, de faire partie de l'équipe, et qu'on travaille, nous aussi, à un meilleur futur pour les femmes. Fait que l'avantage, c'est que les chercheurs voient comment c'est utile d'avoir un partenaire, un patient partenaire à bord avec eux autres. Puis moi aussi, j'aime à penser que quand ils regardent à travers leur microscope les cellules de cancéreuses, ben, ils ne voient pas juste des cellules cancéreuses. Ils voient Sylvie, puis ils voient Michel, puis ils voient Nancy, puis ils voient des vraies femmes qui ont besoin d'eux autres, puis ils ont besoin, eux, de nous autres pour faire leur recherche, puis aboutir à quelque chose. Donnant. Merci, Sylvie. Nancy, on a réussi à te recruter récemment, heureusement, mais tu n'as pas dit oui tout de suite. Donc, j'aimerais ça que tu partages un petit peu plus sur ton processus de décision avant de dire oui, avant de te joindre aux patients partenaires. Je pense que c'est important à partager, d'autant plus qu'on veut encore recruter d'autres patients partenaires en recherche. Donc, peut-être que ça va éclairer pour celles qui nous écoutent à la maison.
Oui, bien sûr. En fait, juste d'écouter Sylvie, c'était très inspirant. Fait que si je n'avais pas déjà donné ma réponse, probablement que je l'aurais donnée. Effectivement, j'ai pris un certain temps de réflexion avant d'accepter. Euh, Moi, mon implication au niveau de Cancer de l'Ovaire Canada, j'ai commencé en janvier 2020 en m'impliquant, en m'inscrivant au V-Dialogue, en les cherchant les guides. Puis ensuite, toutes les conférences et symposiums qui étaient offerts, je m'impliquais. En novembre dernier, Valérie m'avait invité à être panéliste pour parler des imiteurs de part. Puis à chaque fois, je sortais un petit peu de ma zone de confort. Puis même aujourd'hui aussi, de parler devant des gens, je sors toujours un petit peu de ma coquille. Mais ma réflexion, moi, personnellement, c'était plus d'avoir à parler de la maladie régulièrement. Ça, c'était mon défi, mon plus gros défi avant d'accepter. Et je me suis dit, parce que faut être réaliste, je veux dire, c'est une maladie qui est difficile et j'étais bien dans ma coquille, mais d'un autre côté, je m'étais dit, Nancy, tu t'étais dit, si tu pouvais aider, tu le ferais. Fait que là, je balançais un petit peu dans mon questionnement. Puis aussi, je me disais, j'ai pas d'expérience scientifique, là. Moi, j'étais adjointe exécutive, là. J'ai travaillé avec des papiers et un ordinateur toute ma vie. Le côté anglophone, ça allait, je l'avais, mais je me dis encore, ça va être de la documentation. Mais après avoir parlé avec différentes personnes, puis je me suis dit, j'ai dit, je vais l'essayer. Puis, comme je disais, mon défi, ça va être de pas me laisser envahir, mais de plutôt aller chercher le côté positif dans toutes les informations qu'on va recevoir. Comme Valérie disait, c'est tout nouveau, là. Je viens d'avoir accès pour avoir les formations. Puis j'ai rencontré, j'ai participé à une ou deux réunions, mais c'est encore très, très embryonnaire comme participation. Par contre, dans ma réflexion, j'ai déjà travaillé pour un hôpital et le principe de patient partenaire, je connaissais déjà. Et je savais comment ça pouvait être bénéfique pour un organisme ou n'importe quoi. Fait que j'avais plus de côté positif que de côté négatif, puis je me suis décidée d'y aller. Puis comme Sylvie elle disait, euh, c'est nous qui vivons avec la maladie, c'est nous qui vivons avec cette problématique-là. Alors, à apporter notre point de vue, je pense que ça peut être très bénéfique pour tout le monde, pour toute cette belle communauté. Merci, Nancy. Par souci du temps, je veux juste donner le dernier mot de la fin à Jessica. Donc, je veux t'entendre sur quel impact espères-tu que ton implication auprès du groupe de travail sur la prévention du cancer de l'ovaire aura sur les femmes qui courent un risque élevé de développer un cancer de l'ovaire? OK. Jouer mon rôle en contribuant à la sensibilisation, que ce soit simplement en partageant mon histoire avec le public, en apportant mon expérience à des recherches importantes. Écoute, la conversation doit commencer quelque part et si je peux apporter un peu de lumière sur les mesures préventives concernant le gène BRCA1 ou contribuer à créer un sens de communauté pour les femmes qui envisagent subir une intervention chirurgicale, je considère ça un pas dans la bonne direction. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous faire part de quelques faits que j'ai appris durant mon parcours, des faits que même moi, être une femme que je ne savais pas avant que j'ai commencé mon Big Wild Adventure avec le BRCA1. Bon, toutes les femmes possèdent le gène BRCA. La différence réside dans la présence de la mutation BRCA1 ou BRCA2, qui vous expose à un risque plus élevé que le reste de la population. Être porteuse de la mutation BRCA1 ou 2 signifie que vos enfants ont 50% de chances d'être porteurs de cette mutation. Une mastectomie comprendra une chirurgie reconstructive sans frais si vous le souhaitez.
Aussi, il est fortement conseillé aux femmes ayant subi une ovariectomie de suivre la thérapie de traitement d'hormones jusqu'à 50 ans afin d'atténuer la ménopause. Je vous laisse avec ça. Merci, Jessica, pour ce beau mot de la fin. Merci, Nancy. Merci, Sylvie. Merci, Jessica, encore d'avoir été avec nous ce soir. Puis surtout, merci pour le rôle clé que vous jouez en tant que patiente partenaire en recherche et prévivante sur un membre de prévention. Donc, c'est vraiment important de garder la voix des patientes et des prévivantes au cœur du travail qu'on accomplit. Donc, encore une fois, je vous remercie. On va prendre quelques minutes pour la pause. Avant ça, je vais mettre à l'écran une diapositive avec des coordonnées de ma collègue parce qu'on est toujours intéressé à agrandir et diversifier notre équipe de patientes partenaires en recherche. Donc, si en écoutant cette conférence ce soir, ça vous intéresse, et si jamais vous correspondez aux critères, n'hésitez pas à nous contacter. Même si votre décision n'est pas prise encore comme Nancy, contactez-nous quand même pour nous démontrer votre intérêt. On peut en parler davantage et vous pourrez décider à ce moment-là. Et donc, attendez cette diapositive qui s'en vient sur l'écran, puis vous allez pouvoir prendre une petite pause et on reviendra à 19h pour la prochaine séance. Bye Nancy, Sylvie et Jessica. Merci. Merci, bye. Merci beaucoup.